Bonsoir à tous, merci d'assister à cette première conférence G- débat de l'année 2020. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue de défense nationale. Cette conférence sera modérée par Hugo et Emma, qui font leur première conférence en tant que modérateurs. Avant cela, Margot va vous faire une présentation de notre invité ce soir. Avant toute chose, je tiens à remercier donc nos partenaires, Grenoble École de Management, le Journal des Grandes Écoles et la Société Générale. Je laisse donc la parole à Margot. Merci. Monsieur Pellistrandi, bonjour. Bonjour à tous. Permettez-moi de commencer par brosser un court portrait de vous. Vous intégrez l'école de Saint-Cyr en 1983, gravissez les échelons et commandez entre autres le 28e régiment de transmission à Issoire et la brigade de commandement multinational du corps européen. Chevalier de la Légion d'honneur, vous avez aussi participé à 3 OPEX pour opérations militaires extérieures, en Afrique, au Tchad, puis aux États-Unis, de septembre 2003 à février 2004, dans le cadre des opérations contre le terrorisme. Vous êtes aujourd'hui général 2S, c'est-à-dire 2e section des officiers généraux, ce qui signifie que vous avez quitté le service actif de l'armée. Mais monsieur Pellistrandi, vous êtes aussi un homme de science, puisque vous êtes breveté de l'enseignement militaire supérieur français et espagnol, auditeur au Collège de défense de l'OTAN, titulaire d'un master en relations internationales et docteur en histoire. Quel palmarès! Ces savoirs, à la fois militaires et théoriques, vous portent aujourd'hui au rôle de rédacteur en chef de la Revue de défense nationale. Cette dernière est une revue mensuelle française créée en 1939. Elle aborde les grandes questions militaires, politiques, sociales, économiques et scientifiques sous l'angle de la stratégie et de la défense, et dont l'objectif principal est celui de participer au débat stratégique. La revue de défense nationale, comme vous la caractérisez, n'est pas simplement une revue faite par les militaires pour les militaires. Vous la décrivez comme le moyen de faire émerger des questions citoyennes et politiques sur des thèmes aussi variés que la défense et aussi complexes que celle-ci. Mais c'est aussi un moyen d'implémenter des actions. Cette revue a contribué, notamment au cours de la 4e République, à répondre aux questions emblématiques de la décolonisation ou encore plus récemment du nucléaire. Monsieur Pellistrandi, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui et de participer à cette conférence autour du thème de la défense et plus particulièrement de la défense française et européenne, une actualité brûlante. Je vous laisse à présent la parole ainsi qu'aux animateurs Hugo Lemay et Emma Villeneuve pour répondre à la problématique « La défense française en 2020, une perspective européenne ». Merci et bonne conférence. Oui, je vais compléter. Alors, tout d'abord, un très grand merci de m'accueillir ici à Grenoble. Grenoble pour lequel j'ai un lien particulier. Tout d'abord, un lien tout petit, j'étais venu en classe de neige à Lens-en-Vercors. C'était il y a très très longtemps. Deuxième lien, il se trouve que lorsque j'ai commandé mon régiment, donc le 28e régiment de transmission à Issoire, j'avais un détachement à Vars, et donc pendant 3 ans, je suis venu régulièrement ici à Grenoble. Alors, point particulier, et c'est important, c'est qu'avant de faire Saint-Cyr, en fait, j'ai d'abord fait mon service militaire. Alors, ça vous dit plus grand-chose, hein, peut-être le service national universel vous dit quelque chose, mais voilà, je suis parti en octobre 1980, donc vous voyez, ça fait quelques années, en Allemagne faire mon service militaire. À l'époque, nous avions 65 000 hommes face à pacte de Varsovie, et donc j'étais parti pour faire 1 an. Et puis en fait, finalement, je suis resté sous l'uniforme. Donc ce parcours est important parce que, ayant commencé comme appelé du contingent, vous demanderez peut-être à vos grands-pères, à vos pères ou à vos grands-pères ce que ça voulait dire. J'ai commencé tout en bas de la hiérarchie militaire. Et aujourd'hui, je suis effectivement rédacteur en chef de la Revue de défense nationale, je vais vous en dire quelques mots. Je suis aussi à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Je suis le chef du bureau des sessions régionales de l'IHEDN, et ce qui fait que j'aurai le grand plaisir de revenir avec la prochaine session régionale, la 219e session régionale de l'IHEDN, qui aura lieu donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous viendrons donc au mois de mai, une semaine ici à Grenoble, et j'en suis très heureux. Et puis enfin, j'ai une 3e casquette que vous pourrez utiliser à plein,
peut-être que certains d'entre vous vont googliser. Je suis l'un des 5 référents communicants du ministère des Armées, ce qui veut dire en fait que je vais souvent sur les plateaux télé, lorsque c'est dramatique parfois, ou pour expliquer les grands enjeux des relations internationales. Voilà. Et enfin, dernier point, j'enseigne de manière régulière, alors non pas à Grenoble, mais à Clermont-Ferrand. J'étais à Essoir, donc c'est à côté. Et donc j'enseigne à l'Université de droit d'Auvergne en Master 2 sur les questions de défense. Et là aussi, c'est avec grand plaisir que j'essaye de partager mes connaissances avec donc, vos camarades étudiants clermontois. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Votre grande expertise va donc nous aider à nous éclairer sur le thème d'aujourd'hui, qui est la défense française en 2020, avec une perspective européenne. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dresser un bref état des lieux de ce qu'est la puissance militaire française aujourd'hui? En bref, ça va être difficile. Ici, dernier point, vous aurez la chance de recevoir donc, Pascal Boniface d'ici quelques jours. J'ai eu la chance d'avoir en fait Pascal Boniface comme professeur quand j'étais élève à Saint-Cyr. Donc vous voyez, c'est une boucle très intéressante. Alors, faire un bref état des lieux, c'est challenging. Il y a un point sur lequel je voudrais commencer, parce qu'il est essentiel, et vous allez comprendre pourquoi, et vous comprendrez aussi pourquoi il y a cette dimension européenne. C'est que la puissance militaire d'un pays, elle est le résultat d'une histoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire abstraction de l'histoire pour comprendre l'état de l'outil militaire du pays. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Or, il se trouve que dans le cas français, en gros, on va dire, jusqu'en 1962, il y a un lien extrêmement étroit entre l'histoire militaire et l'histoire politique tout court. Et cette dimension, elle est essentielle parce qu'elle reste prégnante aujourd'hui. Par exemple, quand vous prenez, alors là, on va faire un petit peu d'histoire, tous les chefs d'État, donc l'Ancien Régime, jusqu'au maréchal de MacMahon, premier président de la Troisième République, le chef d'État est aussi un chef d'État guerrier. Il a l'épée à ses côtés. Et cette dimension, elle traduit bien cette fusion qui a existé entre le chef de l'État, roi, empereur, et chef des armées. Et c'est par hasard si, dans la Constitution de la Ve République, le président de la République est chef des armées, ce qui lui donne un pouvoir, on va dire, exorbitant par rapport, par exemple, à la chancelière allemande, qui n'est pas chef des armées, ou par rapport au président du Conseil italien, qui n'est pas chef des armées. Et cette dimension, elle est extrêmement forte et elle structure profondément l'état de la défense. Donc, premier point. Deuxième point, et vous savez que l'année 2020, elle va être une année particulière, ça va être une année à nouveau de commémoration, en particulier autour du général de Gaulle. Vous allez comprendre là encore pourquoi. D'abord, Ve République, mais donc on va avoir le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 40 et le 50e anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Donc au cours de cette année, il va y avoir un certain nombre de séquences autour du général de Gaulle et de sa mémoire. Alors là encore, aujourd'hui, la défense française, elle est profondément marquée par l'œuvre du général de Gaulle. Avec, comme, et ça, ce sont des dates que vous devez avoir en mémoire, à la fois comme étudiant, comme citoyen, comme futur responsable dans le monde économique, associatif, économique, politique. Vous avez le traumatisme de la défaite de mai-juin 1940. Alors pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais je pense que pour vos arrière-grands-parents, ça avait une signification. Et donc cette défaite de mai-juin 40 a été un traumatisme qui a profondément marqué l'élite politique et militaire française, on va dire, jusqu'au président Mitterrand inclus. Mai-juin 40 qui est compensé par l'appel du 18 juin à Londres par le général de Gaulle. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Deuxième épisode essentiel, là aussi qui ne vous dira pas grand-chose, mais qui a structuré la politique de défense de notre pays, c'est 1956, l'expédition du canal de Suez. Alors, je replace dans le contexte. À l'époque, donc,
Gamal Abdel Nasser, qui est président de l'Égypte, nationalise le canal de Suez. Et donc, les Anglais et les Français, furieux, vont intervenir militairement et vont aller se saisir du canal de Suez, pensant pouvoir retrouver la tutelle du canal. Et là, les Soviétiques et les États-Unis vont intervenir, et notamment les États-Unis vont dire stop, vous arrêtez. Et donc ça va être un traumatisme pour l'élite politique française, avec un choix très différent. Les Anglais vont à ce moment-là se rallier et s'aligner complètement sur Washington, et la France, on est quand même sous la 4ème République, va comprendre que si elle veut conserver son autonomie stratégique, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est avoir l'arme nucléaire et la dissuasion pour pouvoir jouer, entre guillemets, dans le club des grands. Et donc, le traumatisme de Suez en 1956 va faire que la 4ème République va accélérer les travaux sur le nucléaire. Et donc, quand le général de Gaulle arrive en 1958, il a, je dirais, tous les éléments, comme le Lego, le Playmobil, toutes les pièces sont prêtes, il n'a plus qu'à mettre en œuvre. Et cette dimension elle est essentielle parce que le général de Gaulle, son obsession, celle qui datait du 18 juin 40 et celle qui va être la sienne à partir de 1958, c'est de redonner à la France sa souveraineté et les moyens de son indépendance stratégique. Donc ça, c'est un peu la partie historique. Tout en considérant, et le général de Gaulle va constamment le réaffirmer, solidarité avec les Alliés, mais en totale souveraineté, en totale indépendance. On peut peut-être vous évoquer quelques débats actuels. Et donc cette dimension elle est fondamentale parce que toute la structure militaire d'aujourd'hui, elle a été en quelque sorte conçue à partir de l'idée que le chef de l'État est chef des armées. Et donc les forces armées vont être structurées par cette colonne vertébrale qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Alors maintenant, je vais quand même aller vite, parce que si on refait toute l'histoire de la Ve République, on est là jusqu'à demain matin. Mais là aussi, il y a un élément qui est important, qui est un élément d'ordre politique. C'est la relation entre le président et son armée, sous la Ve République. Donc le général de Gaulle, bon, pas la peine de comprendre le lien entre lui et l'institution militaire, il est la France, bon, et vous allez voir au cours de cette année, il y a plein de travaux et de documents qui vont être extrêmement intéressants pour comprendre. Son successeur, Georges Pompidou, donc qui a été son Premier ministre dans les années 60, puis président de la République, va s'inscrire dans la continuité. Il faut donner aux armées les outils, et donc on est dans une époque où la confrontation elle est marquée par la guerre froide, face au pacte de Varsovie, l'Union soviétique. Son successeur, donc le président Pompidou, meurt en cours de mandat en 1974, il est remplacé par Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, va engager nos armées dans les premières opérations extérieures en Afrique et au Liban. Pourquoi? Il y a une déstabilisation à l'époque de l'Afrique. On est à peu près une quinzaine d'années après les décolonisations. Et donc il va intervenir pour la première fois depuis la fin de la guerre d'Algérie, notamment en Mauritanie, au Tchad contre la Libye de Kadhafi et au Liban. Avec en arrière-plan, et ça pourra donner quelques idées, le fait qu'on est dans un monde bipolaire, mais dans lequel l'Union soviétique est très active dans la déstabilisation de certains États, notamment en Afrique. C'est curieux, 40 ans après, on retrouve le même phénomène. Donc, le président Giscard d'Estaing va être le premier à envoyer des troupes en Afrique pour résoudre des crises, avec la plus célèbre, c'est 1978 à Kolwezi, où on va larguer le 2e régiment étranger parachutiste, qui va sauver quand même des centaines de vies d'Européens qui sont donc en plein milieu du Zaïre. Et donc c'est le début des opérations extérieures, c'est-à-dire qu'il y a la menace soviétique, on a à l'époque 65 000 hommes en Allemagne, mais on commence à intervenir avec des unités professionnelles, je dis bien professionnelles, sur ces territoires qui sont compliqués en Afrique.
puis arrive le président Mitterrand. Alors le président Mitterrand, il va totalement s'inscrire dans la lignée initiée par le général de Gaulle, au point par exemple que vous avez Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a défini la doctrine du gaulo-mitterrandisme. C'est-à-dire, effectivement, cette volonté d'être un acteur indépendant, mais solidaire. Et donc, la caractéristique de la période du président Mitterrand, c'est à la fois la fermeté vis-à-vis du bloc soviétique. Il faut se souvenir, en 1983, d'un discours extrêmement important en Allemagne. Alors, à l'époque, l'Allemagne est divisée. Hein. Vous avez la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique. Hein. Et c'est l'époque où les soviétiques mettent en place des missiles à courte moyenne portée qu'on appelle les SS-20. Et donc Mitterrand, au Bundestag allemand, va dire que les pacifistes sont à l'ouest et les missiles ils sont à l'est. Et qu'il y a un déséquilibre stratégique. Et l'idée de Mitterrand, c'est effectivement d'accroître l'Europe de la défense. Hein, et notamment, on peut penser à 1992, hein, le traité de Maastricht, les premières briques qui vont se mettre en place. La caractéristique des deux septennats du président Mitterrand, c'est que ça va aboutir en 1989 à la chute du mur, donc en novembre 1989, et avec le fait que pour la première fois depuis des décennies, il n'y a plus de menace directe sur le territoire européen. D'autant plus que l'Union soviétique puis Russie est dans un état de déliquescence tel qu'elle ne représente plus une vraie menace militaire. Et donc, c'est l'époque où, le Premier ministre de l'époque, hein, Laurent Fabius, va dire il faut toucher les dividendes de la paix, c'est-à-dire il faut baisser les budgets de la défense. Donc, on a ce premier mouvement important, et simultanément, on a des engagements lourds, notamment la guerre du Golfe en 90-91, suite à l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Et on retrouve quand même des constantes. Hein, et l'effondrement de l'ex-Yougoslavie après la mort de Tito, qui va nous amener à intervenir massivement en ex-Yougoslavie, mais au début on intervient mal, on intervient sur un mandat de l'ONU dans lequel en gros les casques bleus de l'époque hein, que l'on envoie ne peuvent intervenir que s'ils sont en état de légitime défense. Et donc la faiblesse des résolutions de l'ONU a permis de laisser le champ libre à toutes les milices et exactions en ex-Yougoslavie. Et donc quand le président Chirac succède à Mitterrand, plus question de continuer à baisser les bras en ex-Yougoslavie, on change de modèle et on intervient brutalement, ce qui va permettre d'une part la levée du siège de Sarajevo, mais qui va avoir aussi une conséquence très importante et dont vous, messieurs, vous avez bénéficié, c'est que l'état stratégique du monde de l'époque fait que le besoin de la conscription, qui était le pilier fondamental hein, à côté de la dissuasion, n'apparaît plus essentiel. On n'a plus besoin d'avoir en quelque sorte l'impôt du sang, qui était celui de la conscription des hommes. Donc c'est la suspension du service national en 1996 parce que ça ne répond plus aux besoins militaires de l'époque. Et donc la professionnalisation. Et ça c'est une dimension essentielle, c'est-à-dire que on renonce à un des outils qui avait structuré la culture militaire, mais aussi qui avait structuré la société française, qui était la conscription. Je reviens là-dessus parce que la conscription, donc, en fait, c'est quoi? C'est la résultante à la fin de la guerre de 1870-71 contre la Prusse. On perd l'Alsace-Lorraine et vous avez l'Allemagne réunifiée. Et à l'époque, la puissance démographique allemande est beaucoup plus forte que la capacité démographique française, et donc on décide d'avoir le service militaire obligatoire pour les jeunes hommes, qui permet d'avoir la main-d'œuvre, les soldats, capables de défendre le pays. Et les deux exemples les plus aboutis vont être, bien sûr, la guerre de 1914-1918 et la Seconde Guerre mondiale, où le système militaire repose sur la mobilisation liée au service. Ceci étant, la décision du président Chirac marque une rupture
on passe à un modèle entièrement professionnel, mais également une continuité, c'est-à-dire que l'outil militaire doit rester puissant. Lui succède... Alors, il y a aussi le fait que, vous avez parlé du président, du général de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, même Chirac. Souvenez-vous, là, lorsque Chirac est décédé, on l'a souvent évoqué, Chirac était lieutenant en Algérie, il avait réussi le concours de l'ENA, mais à l'époque, le service militaire était obligatoire pour les énarques, et donc il était parti en Algérie. Donc là, tous les présidents de la Ve République jusqu'à Chirac ont connu la guerre, y compris au feu. Le général de Gaulle, n'en parlons pas. Bon, le président Pompidou avait été soldat en 1940, puis après, bon, il est professeur de lettres. Giscard est jeune chef de char en 1944-45. Mitterrand a un vrai engagement dans la résistance avec une prise de risque réelle. Et Chirac connaît le feu en Algérie. Et puis vous avez donc une rupture générationnelle, qui est à la fois d'ailleurs une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de menace directe, avec le président Sarkozy, qui lui a fait un service militaire bon, très confortable à Balard, dans lequel il n'y avait aucun enjeu. Et ensuite, le président Hollande, qui lui, particularité ayant fait l'ENA, est exempté pour raison médicale, parce qu'à l'époque on exempte facilement, mais dit ah oui, mais comme je fais l'ENA quand même, cette dimension d'officier de réserve, elle est importante. Et donc il fait son service militaire comme aspirant, et notamment il est dans la même promotion d'élèves officiers de réserve que Michel Sapin. Et cette dimension va être intéressante. Et puis bien sûr, maintenant, le président donc Macron, lui, question d'âge, n'a pas fait son service militaire. Alors c'est un point important, je voudrais le souligner, parce que je saute l'Atlantique. Vous allez voir qu'avec la campagne pour les présidentielles, et notamment, alors non pas chez les Républicains, parce que normalement c'est Trump qui est le candidat naturel des Républicains, mais chez les démocrates, vous allez voir que c'est très intéressant de voir que, sauf si c'est Joe Biden, mais pour les autres, la dimension de vétéran redevient un critère important. Je ne sais pas si vous aviez regardé les élections du midterm aux États-Unis, mais pour pouvoir être légitime, que vous soyez démocrate ou républicain, aujourd'hui il faut être vétéran. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut avoir fait 1 ou 2 tours en Irak ou en Afghanistan. C'est assez intéressant de voir dans la culture politique. Bon, je reviens sur la France. Donc, nous avons donc maintenant des générations, et on peut s'en réjouir, de chefs d'État qui n'ont pas eu à connaître la guerre telle que les générations précédentes. Ce qui veut dire aussi qu'on est dans un environnement plus pacifique. Alors maintenant, pour revenir, quel est l'état de nos forces aujourd'hui? Alors il y a aussi un point très important, c'est que les armées françaises, de 1962 à 2014, donc ça fait quand même une longue période, ont été en déflation permanente. C'est-à-dire déflation des effectifs. Parce que les besoins, à la fin de la guerre d'Algérie, on se recentre sur le territoire national face à l'Union soviétique, on a baissé les effectifs. Et donc, toute ma génération, et celle des générations précédentes, les chefs des générations précédentes, ont été marqués par la baisse des effectifs. Et en particulier, en 1996, avec la décision de professionnaliser, pour vous donner un ordre d'idée, l'armée de terre, c'était environ 200 régiments. 200 régiments, 1000 hommes, voilà, pour simplifier. Et avec la professionnalisation, on divise par 2. On passe de 200 régiments à 100 régiments. Donc nous, on a été élevés en quelque sorte, on a travaillé dans un contexte moins chaque année. Bon. Et en 2008, lorsque le président Sarkozy arrive, là c'est plus que moins, c'est moins de 88 000 hommes. Et là, il faut reconnaître il faut souligner que les décisions qui ont été prises en 2008 ont profondément endommagé l'outil de défense française. C'est-à-dire que les moins 88 000 hommes, imaginez si c'est comme si à la SNCF on leur disait, indépendamment des statuts, on vous supprime en 5 ans
moins 40 000 cheminots. Le système, il ne peut plus fonctionner. Bon, et il faut reconnaître que le mérite des chefs qui se sont succédés, des chefs militaires, c'est d'avoir essayé de conserver l'essentiel. Voilà. Mais cette déflation a eu des conséquences extrêmement lourdes, avec des impacts très forts. Quelques exemples ici. Alors, déflation des effectifs, mais avec la problématique des matériels. Aujourd'hui, nous avons des avions, notamment les avions de ravitaillement en vol, les Boeing KC-135, qui ont mon âge. Donc, vous imaginez, vous partir en vacances, là, sur un avion qui a 58 ans. Les véhicules de l'avant blindé que l'on voit au Sahel, enfin, certains sont rentrés en service, quand je suis rentré en service, en 80. Bon, vous imaginez conduire dans la Renault 5 de votre grand-père? C'est ça, hein. Alors, oui, collector. Voilà, mais pas pour faire tous les jours. Bon. Donc là aussi, c'est un problème de fond. Et donc, on essaye de... Alors c'est toujours, hein, vous savez, vous aurez moins d'hommes, et on va faire toujours mieux avec moins. Bon, donc c'est un peu compliqué parfois à faire. Et là-dessus, arrive une année charnière, qui va être l'année 2013, avec la déstabilisation du Mali. Où là, le président Hollande, donc le président Sarkozy, c'était moins 88 000, le président Hollande arrive et on dit moins 54 000. Et là arrive le Mali. Et en janvier 2013, on a sauvé Bamako, il ne faut pas l'oublier. Bamako serait tombé aux mains de djihadistes si nous n'étions pas intervenus. Et là, il y a eu une première inflexion, c'est-à-dire que le président Hollande, avec Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, ont pris conscience qu'on ne pouvait plus continuer à réduire l'outil militaire tel quel. Donc il y avait des enjeux financiers importants. Et puis arrive la séquence du Bataclan. Charlie et le Bataclan, 2015. Et là, en 48 heures, notamment au moment de Charlie, et bien sûr renforcé au moment du Bataclan, l'armée de terre, sur le territoire national, a été capable de projeter 10 000 hommes à 48 heures sur le territoire national pour assurer la sécurité d'endroits sensibles. C'est-à-dire les gares, les synagogues, les universités, enfin tout ce qui pouvait représenter une cible potentielle pour des attentats type Charlie et Bataclan. Et là, l'autorité politique a pris conscience que on avait besoin. Et donc, à partir de 2015, pour la première fois depuis 1962, on a arrêté de baisser les effectifs des armées et on a commencé à redresser les budgets avec un engagement très important militairement aujourd'hui. Donc c'est l'opération notamment Barkhane, 4500 hommes, je pourrais vous en parler après, au Sahel, qui vont d'ailleurs être renforcés avec 220 hommes, c'est la décision qui a été prise hier à Pau. On a l'opération Chamal contre Daesh en Irak notamment, et l'engagement sur le territoire national à travers Sentinelle. Et donc ces éléments-là font que il y a eu un véritable, je dirais, changement pour les autorités politiques, de prise de conscience que nous sommes dans un monde extrêmement dangereux et que l'outil militaire, il avait atteint un niveau tellement bas qu'il faut maintenant redresser. Et donc c'est le sens de la loi de programmation militaire qui organise les armées sur le cycle 2019-2025, qui prévoit un certain nombre de choses pour moderniser les équipements, les effectifs, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on a un outil qui est à la fois extrêmement performant, qui le démontre tous les jours en opération, même si on connaît le prix du sang, donc 41 morts, notamment au Mali,
et de l'autre côté, qui a eu encore ses faiblesses. Ces faiblesses, je vous l'ai exposé, c'est des avions qui ont 50 ans, des véhicules blindés qui ont 40 ans. Et donc il y a le besoin de renouvellement donc, de ces équipements pour donner les capacités, les outils nécessaires pour accomplir la mission. Donc un outil performant, mais qui a des fragilités, parce que les sous-investissements qui ont été faits depuis, qui n'ont pas été faits pendant des décennies, aujourd'hui ont un impact important sur l'emploi des armées françaises. Voilà pour répondre à cette première question. Bon, merci beaucoup pour cet avis lieu. Vous avez parlé des OPEX, rapidement un peu pour nos spectateurs. Qu'est-ce qui s'est dit hier, justement, et quel a été l'objet de cette rencontre? Alors, 2013, donc, on a des colonnes djihadistes. Alors, c'est compliqué, hein, l'Afrique subsaharienne. Vous avez tous en mémoire les cartes. Hein, vous avez des cartes. Hein, la frontière, par exemple, entre la Mauritanie, entre l'Algérie et le Mali, c'est une ligne droite. C'est pas une crête de montagne, c'est pas un fleuve. Donc la notion de frontière, là-bas, elle est quand même très floue. Et donc, 2013, on a ces colonnes qui viennent notamment depuis la Libye et qui vont déstabiliser profondément toute la région. Et on a effectivement aujourd'hui des groupes djihadistes qui sont à la fois mafieux, avec une idéologie, et qui aussi sont dans des clivages très anciens, c'est-à-dire des clivages ethniques, des clivages sociétaux, et puis dans lesquels il y a des intérêts. L'esclavage est une réalité dans certaines parties de la Libye, le trafic, les migrants. Ils n'arrivent pas comme ça en Libye en ayant pris un pass Navigo pour traverser le désert ou un ticket de TER. Il y a de l'argent. Les passeurs libyens, ils se font de l'argent. Donc on est dans une déstabilisation complète d'une région dans laquelle vous avez effectivement ce mélange de grands banditisme, de mafia, de criminalité, de trafic de tout genre, y compris humain, et dans lequel vous rajoutez cette dimension djihadiste de plus en plus prégnante, avec le fait que ceux qui étaient au Levant, en Syrie, en Irak, arrivent maintenant via la Libye ou d'autres canaux dans la région. Donc une déstabilisation profonde et durable de ces régions où déjà les États actuels sont faibles. Du coup, quel est le rôle de la France sur cet espace? Alors, le rôle de la France, il est très ingrat. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de combattre les terroristes et d'essayer de faire travailler ensemble des pays qui se détestent. C'est ça aussi la difficulté. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le G5 Sahel. Ces pays-là ont du mal à travailler entre eux. Les armées de ces pays-là ont du mal à agir dans un cadre à la fois légal, démocratique. C'était souvent des armées, enfin dans ces pays-là, les armées, il y avait deux parties. Il y avait l'armée nationale, sous-payée, sous-alimentée, sous-équipée, et puis bien sûr la garde présidentielle qui, elle, était surarmée, suréquipée, surpayée. Bon, la garde présidentielle n'ayant qu'une fonction, protéger le président. Bon, et donc, c'est horriblement long de reconstruire ces systèmes-là. Donc, l'objectif du sommet de Pau hier, c'était de dire aux chefs d'État africains, il va falloir que vous travaillez ensemble, parce que nous, on veut bien, mais c'est d'abord vous, c'est votre sécurité. Il faut améliorer la gouvernance. Enfin, bref, il faut que vous mouilliez la chemise. Du coup, pourquoi défendre, enfin, dans quelle mesure défendre la France en 2020, c'est intervenir sur ces espaces-là? Alors, ça, c'est une question qui est effectivement très fréquemment posée. Qu'est-ce qu'on va faire en Afrique? Bon. Alors, déjà, je vais vous donner un premier élément de réponse qui est où est notamment lié au Mali, où est la deuxième ville en termes de population malienne? Où est-ce que vous la situez? Alors, c'est Montreuil,
dans la banlieue est de Paris, terminus de la ligne 9 du métro. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ces liens historiques entre ces parties de l'Afrique et nous. Donc on ne peut pas se désintéresser en disant que ce n'est pas notre problème. Et ça va rejoindre la problématique européenne. C'est que nous sommes des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La France, c'est un petit peu comme les États-Unis. Elle a toujours eu une dimension, alors, pas messianique comme les États-Unis, mais c'est la France des droits de l'homme, c'est la France... donc elle a en quelque sorte une mission. Bon, et il lui impose des responsabilités et des devoirs. Pas des droits, mais des devoirs. Et donc on a finalement cette obligation d'être présent. Vous avez la francophonie là-dedans. Bon, donc tous ces éléments-là font que, à notre corps défendant, on ne peut pas laisser tomber nos partenaires africains. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé de la France-Afrique. En gros, la France-Afrique, c'est que les intérêts français prédominaient, ainsi de suite. Il y a eu des vrais changements générationnels. L'objectif n'est plus d'aller exploiter. L'objectif, c'est de donner à ces pays-là les capacités de pouvoir travailler, se développer de manière autonome. Bon. Mais c'est compliqué, parce qu'il faut, dans certains États, reconstruire, y compris par exemple au Mali. Au Mali, vous n'avez plus d'école dans la partie nord, parce que les instituteurs qui venaient du sud se faisaient massacrer. Bon, alors, se faire massacrer pour 15 $ par mois, ils préfèrent rester au sud, ainsi de suite. Donc, reconstruire ces États. Et l'autre difficulté, c'est de faire comprendre à nos partenaires européens que leur sécurité est en jeu là-bas. Parce que si on disait, on se retire, qu'est-ce qui se passe? Bon, le Burkina tombe aux mains de groupes djihadistes. Le Mali. Après, vous avez la Côte d'Ivoire. Vous avez le Sénégal. Vous avez... et donc, on a une implosion de cette zone qui est essentielle, mais pas uniquement pour nos intérêts économiques, mais pour notre propre sécurité, stabilité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il y aurait des flux de migrants de plus en plus importants. On aurait l'exportation de cette déstabilisation. Et donc, nous, tout notre objectif, c'est de travailler avec nos partenaires africains pour que la sécurité soit garantie et qui permette en même temps de reconstruire une meilleure gouvernance. Donc on voit bien que dans le cas du Sahel, la résultante, enfin, l'opération n'est pas que militaire. Il faut participer au développement, il faut participer à tout ce qui va permettre à ces pays-là de progresser. Et ça demande du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Et finalement, ce point de vue-là, il est quand même très franco-français. Alors quand on parle d'une défense commune, quand on parle d'enjeux communs, comme vous les évoquez, comment on explique à un pays comme l'Allemagne que la France, première puissance militaire du continent, doit exporter un peu ses problématiques sur le continent? Comment on construit ça? Alors vous avez parfaitement raison, c'est toute la problématique de la défense européenne. Alors déjà, petit retour en arrière, et qui assure la défense de l'Europe? C'est l'OTAN. Si vous allez à Varsovie, Pologne, à Varsovie, ils vont vous dire, l'ennemi, ouais, c'est le soviétique. Même s'il est devenu russe entre-temps. Enfin, voilà. L'ennemi russe est à portée de... Il n'y a qu'une envie. Vous allez, par exemple, dans les États baltes, il y a une forme de paranoïa. L'ennemi, c'est les Russes. Donc, il faut aller expliquer à nos partenaires d'Europe de l'Est que, certes, la Russie a des ambitions. Bon, la Russie a absorbé la Crimée. Mais soyons honnêtes, la Russie ne va pas envahir les États baltes. Déjà la Crimée, pas facile à avaler, vu les tensions et les sanctions. Jamais Poutine va dire un matin j'envahis les États baltes. Poutine n'est pas Staline, il n'est pas... bon. Il faut aller expliquer aux Polonais que voilà, la menace elle est globale. Alors ça n'exclut pas toutes les tentatives de déstabilisation de la Russie à travers les processus électoraux et ainsi de suite. Vous allez voir les Grecs. Les Grecs ils vont dire ah ben moi mon problème c'est la Turquie. Ils n'ont pas tort, c'est vrai.
Mais toute la difficulté que nous avons, c'est d'expliquer à nos partenaires européens qu'il faut avoir ce qu'on appelle une approche globale. Alors, il y a des pays qui sont très sensibles. Par exemple, l'Espagne, elle comprend très bien. Pourquoi? Parce que l'Espagne, c'est une puissance méditerranéenne. Les migrants, elle les voit. Hein. Bon. L'Italie, c'est un peu compliqué parce que l'Italie, avec Salvini, c'était pas simple. Là, c'est un peu compliqué. Et en fait, on s'aperçoit que nos vrais partenaires militaires en Europe, c'est les Anglais. Parce qu'on partage la même culture opérationnelle. Alors maintenant, parlons de la problématique Allemagne. Parce qu'ils ont l'industrie aussi, non? Pas uniquement, mais quand vous prenez l'Allemagne, l'Allemagne, voilà, l'Allemagne, il n'y a plus que sur Arte où l'armée allemande est dangereuse. Hein. Ah ouais, désolé de le dire. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Je vais vous donner un exemple. Les drones. Nous avons des drones américains, les Reaper. Bon. Et donc, on essaye de faire ce qu'on appelle l'Eurodrone. Bon. Alors, le projet piloté par Airbus, la ministre, elle dit, ben non, désolé, c'est trop cher. Les Allemands veulent que ce drone, il ait 2 moteurs. Pourquoi 2 moteurs? Parce que vous comprenez que si le drone, quand il vole au-dessus de l'Europe, pour des questions de sécurité aérienne, il faut qu'il y ait 2 moteurs. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, les hélicoptères en Europe sont bimoteurs. Parce que si on ne peut plus voler avec un seul moteur. Bon. Nous, on dit très sincèrement, l'Eurodrone, l'Eurodrone, on en a besoin, c'est pour aller en Afrique ou aller au Levant. C'est pas pour surveiller les autoroutes le dimanche soir entre Munich et Stuttgart. Alors il y a cette dimension. Donc on a un vrai problème. Concernant justement Barkhane, on demande, donc on recentre le dispositif et on va mettre en place l'opération Takuba, c'est-à-dire en fait des forces spéciales européennes qui pourraient agir très rapidement pour aller frapper tel ou tel groupe terroriste. Les Allemands ont dit non. Voilà. Donc là, il y a de vrais sujets de préoccupation. Quand vous prenez, par exemple, dans les projets industriels, on parle Europe, 2 exemples Vous avez l'avion A400M. Très bel avion, mais compliqué. Compliqué, c'est un gros avion de transport. Bon. Vous avez l'hélicoptère NH90, hélicoptère européen, 23 versions différentes. Alors vous imaginez, pourquoi? Parce que tel pays, vous là, oui, mais moi je veux ça, moi je cible. Bon, compliqué. Le futur avion de combat qui doit succéder au Rafale, le SCAF. Donc, à juste titre, c'est Dassault qui conduit les études, parce que Dassault a l'expérience des avions de combat. Bon. Airbus n'a plus l'expérience. Airbus Allemagne, depuis Messerschmitt, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus fait d'avions de combat, de vrai. Bon. Et la seule obsession des ingénieurs, industriels allemands, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'eux, ils étudient l'avion en fonction de l'impact économico-industriel. Alors que nous, on étudie l'avion sous qu'est-ce qu'on veut faire avec, et pour répondre à quel besoin opérationnel. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc là, le dialogue, il est compliqué. Il est compliqué. Et or, nous voulons impérativement qu'il y ait cette dimension européenne. Et c'est la volonté du président Macron, depuis le début de son quinquennat, pour cette dimension européenne. Mais il faut en quelque sorte aller persuader, gratter pratiquement la petite cuillère chez chacun de nos partenaires pour leur dire il faut vous engager militairement, économiquement et politiquement. Alors il y a quand même des choses qui fonctionnent. Par exemple, là, le porte-avions Charles de Gaulle doit bientôt partir en opération. Il y a au moins une frégate danoise et une frégate norvégienne qui vont être insérées dans le groupe aéronaval. Bon, donc ça on sait faire. Mais maintenant, à Barkhane, dans le Sahel, nous, ce dont on a besoin, c'est d'une unité commando, d'une unité d'infanterie. On n'a pas besoin d'avoir de l'officier roumain, 3 officiers roumains qui vont dire on participe en étant derrière notre ordinateur dans un shelter climatisé. Voilà, et ça c'est des états-majors, ça, pour fournir dans les états-majors
les partenaires européens, ils savent faire. Nous, ce dont on a besoin, c'est pas d'avoir des mecs derrière leur écran d'ordinateur qui font 8h midi et 2h 6h derrière les écrans d'ordinateur. On a besoin d'avoir des hommes ou des femmes qui vont être sur le terrain. Et ça, c'est pas simple. Vous avez mentionné l'OTAN tout à l'heure, en disant que c'était une forme de défense à l'échelle européenne. Sauf qu'aujourd'hui, l'OTAN est en crise. Monsieur Macron a dit qu'elle était sous forme de mort cérébrale. Pouvez-vous nous dire de quel type est cette crise? Est-ce une crise de gouvernance, d'efficacité? Vous avez raison, c'est tout ça à la fois. Alors, il faut bien voir aussi que l'OTAN, c'est une très grosse machine efficace. Je vais vous donner un exemple. La frégate danoise qui va s'incorporer dans le groupe aéronaval avec le Charles de Gaulle, bah, ça marche. Pourquoi? Parce que derrière, il y a 50 ans ou 60 ans, 70 ans d'OTAN. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un hélicoptère des forces spéciales français, Caracal, peut se ravitailler en vol sur un C-130 espagnol. Parce que, grâce à l'OTAN, tout est normalisé. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Maintenant, le verre à moitié vide. C'est-à-dire que tous les pays européens, l'OTAN, alors théoriquement, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Quand vous allez au siège de l'OTAN, vous avez tous les drapeaux, chaque pays a la même mât que tout le monde. Sauf qu'à l'OTAN, il y a quand même un partenaire qui pèse un peu plus haut que les autres, ce sont les États-Unis. Bon, je me souviens, en 2003, j'étais à Tampa, la Roumanie offre 500 casques à l'armée afghane. Ouais, c'est que ça, on l'a congratulé, hein, voilà, mais enfin bon, 500 casques, voilà. En plus, il fallait les transporter, ce qui au final, finalement, c'est les Américains qui les ont transportés. C'est aussi pour dire que c'est comme, vous avez compris, hein, j'ai un lien fort avec Clermont-Ferrand, donc avec le rugby. Il est sûr que quand on parle rugby, alors on ne va pas parler top 14, mais c'est ou les Blacks ou les Anglais. Bon, il y a des pays qui comptent moins sur le plan du rugby, on se réfère à eux. Bon, donc on se réfère au rugby, on va voir avec le tournoi de destination si on remonte le niveau, mais voilà, quand on a la trouille de se faire battre par l'Argentine, c'est qu'il y a un problème. Bon. À l'OTAN, c'était les Américains qui contrôlaient tout, comme ça. Bon. Sauf que, effectivement, alors, ça avait commencé sous Obama. Attention. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Trump. Obama, c'était le pivot, et notamment le fait que la problématique américaine, c'est la Chine, où on pourra en reparler. Bon. Donc, et surtout que du temps d'Obama, finalement, la Russie était moins agressive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, et là-dessus, Trump arrive. Et Trump dit, moi, l'OTAN, le multilatéralisme, ça ne m'intéresse pas, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, dans les couloirs des états-majors de l'OTAN, gros courant d'air froid. Très très froid. Parce qu'effectivement, pour les Américains, et notamment dans la pratique militaire américaine, il faut bien voir aussi, là aussi, alors, point particulier, c'est que le système militaire américain est un système à l'échelle mondiale, dans lequel vous pouvez faire votre carrière à très haut niveau en n'ayant aucun lien avec l'OTAN. C'est-à-dire que vous êtes par exemple à CENTCOM, vous êtes affecté à Tampa, et vous allez aller passer un an à Bagdad, un an à Kaboul, vous revenez à Riyad, et votre carrière va se construire autour entre la Floride, le Pentagone, et vous allez travailler sur le Moyen-Orient. Ou vous êtes à PACOM, donc là c'est l'Asie, la Chine, ainsi de suite. Donc les gens qui travaillent à EUCOM avec l'OTAN, finalement, constituent un très faible pourcentage des compétences américaines. Donc l'OTAN, c'était bien autrefois, mais donc effectivement Trump est arrivé très agressif. Bon. Et puis avec le fait que Trump c'est un businessman. Lui il voit, nous on paye 80% et vous, vous payez rien. Alors en plus, là-dessus vous rajoutez des aspects industriels. Le F-35. Le F-35 c'est l'avion américain et la ministre des Armées, Florence Parly, a souvent dit que l'article 5 de l'OTAN, l'article 5 c'est un article qui fait que si tel pays est attaqué, les autres pays doivent
lui porter assistance. Bon, Florence Parly a dit à juste titre l'article F5, l'article 5, c'est pas l'article F-35. Mais vous avez la Pologne qui s'est précipitée pour acheter du F-35, les Pays-Bas, les Danois, tout le monde achète du F-35. Bon, voilà. Alors imaginez, le F-35, c'est comme si vous achetiez une voiture, mais dans lequel l'autorisation, voilà, quand à chaque fois que vous démarrez, vous demandez l'autorisation à Citroën ou à Peugeot. Et qu'ils disent, ah ben ça vous pouvez faire, mais ça vous ne pouvez pas faire. C'est ça en fait la problématique du F-35. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pleine souveraineté sur les avions. Bon, enfin, ceci étant, aujourd'hui, effectivement, on a un vrai problème avec l'OTAN. C'est-à-dire que faire de l'Alliance, comment la faire évoluer, comment, et là, le président Macron est très pushing sur l'affaire, c'est comment retrouver une capacité de dialogue avec la Russie. Bon, et là-dedans, ben, l'OTAN est un peu à la ramasse. Bon. Donc là, et en gros, l'idée française, c'est que, bon, on ne peut pas désinventer l'OTAN, mais il faut que le pilier européen de l'OTAN soit plus important. Donc ça veut dire que les Européens doivent prendre plus de responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils investissent davantage. Vous prenez par exemple, nous consacrons 1,84% du PIB à notre défense en 2020. Vous prenez l'Espagne, c'est 0,85%. Donc il y a des pays, il faut qu'ils remontent. Voilà. Donc c'est un peu l'enjeu de demain, c'est-à-dire que non pas désinventer l'OTAN, mais européaniser l'OTAN. Vous pensez que ce serait une aubaine pour l'Union européenne de créer quelque chose comme une commission européenne de défense qui avait été mis en germe dans les 50? Alors oui, vous avez raison, vous le soulignez bien. Le péché originel vient en fait de l'échec de la CED dans les années 50, donc qui était la communauté européenne de défense. C'est-à-dire que c'était très novateur à l'époque. On avait lancé la CECA, donc parce que vous êtes dans l'école de management et d'économie, la CECA c'est l'ancêtre de l'Union européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'idée, au sortir de la guerre, avec les pères fondateurs de l'Europe, Monnet, Schuman, Gasperi, Adenauer, c'était on met en commun le charbon et l'acier qui à l'époque étaient les constituants de la puissance, en commun, et donc on a commencé par la CECA, qui va se transformer en 57 en communauté économique européenne, et on a voulu faire la même chose en termes de défense, sauf que c'était prématuré, et qu'il y avait l'OTAN. Et donc les institutions européennes se sont constituées dans une idée, comment la sécurité c'est pas notre problème, c'est l'OTAN, et donc la culture des institutions européennes s'est fait hors champ de la sécurité. Même si à partir du traité de Maastricht, on commence à insérer des bribes de politique européenne de sécurité commune. On fait par exemple les missions de Petersberg. Alors par exemple, dans le cadre des missions de Petersberg, il y a ce qu'on appelle les battle group 1500. C'est-à-dire le battle group 1500, c'est une unité nationale ou multinationale de 1500 hommes capable d'être projetée n'importe où pour défendre les intérêts européens. Donc ça fait 15 ans que ça existe. On n'a jamais projeté un seul battle group 1500. Donc je veux dire que quand vous êtes, je sais pas moi, danois ou hongrois ou roumain ou je sais pas, et que c'est le tour de prendre l'alerte battle group 1500, vous êtes tranquille, vous pouvez poser vos permissions pour aller aux Seychelles, vous êtes sûr que vous ne serez jamais déployé. Parce que obstacle politique. Et il y avait aussi, un point important, le fait que les Britanniques s'opposaient à tout ce qui aurait pu dupliquer l'OTAN au sein de l'Union européenne. Bon, maintenant que les Britanniques, dans quelques jours, auront foutu le camp, alors c'est un peu paradoxal parce que nous avons une relation militaire très forte avec les Britanniques, qui va se maintenir, et une fois que les Britanniques auront foutu le camp, j'utilise le terme volontairement, on va peut-être pouvoir dire à nos partenaires européens, bon ben maintenant, il faut se bouger et mettre en place des moyens. Alors, il y a des choses qui existent. Par exemple, un exemple très simple, c'est l'EATC, European Air Transport Command. C'est-à-dire qu'on met en commun nos capacités de transport aérien. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si on projette, je ne sais pas moi, on peut très bien projeter des troupes au Mali. Donc, vous avez des unités du 93e RAM qui vont faire une relève au Mali. Et bien, il se peut très bien que l'avion qui va les transporter soit un avion allemand ou un avion britannique. Il y a des mises en poule. Ça
ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant, la vraie problématique, c'est par rapport au feu, par rapport au prix du sang. Transporter le risque, mais est secondaire, hein, il n'y a pas beaucoup de risques. Par contre, effectivement, projeter un de ces fameux Battle Group 1500 en plein milieu du Niger, bah là, pour le moment, c'est pas encore mieux. D'accord, merci. Je reviens sur notre relation avec notre, on va dire, on va l'appeler pour l'instant allié américain. Et je voudrais justement qu'on taquine un peu le terme, parce que quand on voit un peu comment ça se passe aujourd'hui, que ce soit sur le plan militaire, mais que ce soit aussi sur le plan industriel, réglementaire, même dans le milieu des affaires, est-ce qu'on peut vraiment encore dire que les Américains aujourd'hui sont nos alliés, ou est-ce que c'est une puissance à laquelle on est vassalisé et au final on suit plus parce qu'on subit que par réel choix? Excellente question. Et une question qui est effectivement, mais qui touche pas uniquement le monde de la défense, mais qui touche aussi le monde de l'économie. Et pour lequel je pense que nous avons été trop faibles, trop laxistes, et qu'on n'a pas les outils, par exemple, en termes de droit international, parce qu'il y avait prédominance du dollar, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on a laissé faire. Alors, en termes, sur le plan de défense, c'est compliqué, parce que vous avez pu constater qu'il y a des divergences, d'ailleurs, entre le Pentagone et Donald Trump. C'est pas simple, le dialogue n'est pas simple. Une chose est sûre, c'est que le dialogue entre les autorités françaises et les autorités militaires américaines n'a jamais été aussi bon. Pourquoi? Parce que les Américains, bon, on peut leur reprocher plein de choses, hein, le justice n'est pas là, mais ils savent ce que nous faisons. Et ils savent qu'on est, voilà, on joue pratiquement dans la même cour. Alors pas à la même taille, hein, mais on joue pratiquement dans la même cour. Donc cette dimension, elle est essentielle sur le terrain. Donc mais c'est compliqué parce qu'on a à la fois des liens donc, de complémentarité et en même temps, on a des liens de concurrence parce que Rafale contre F-35, ainsi de suite. Donc parfois c'est un peu schizo, hein, la relation franco-américaine. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, et c'est la problématique du monde actuel, et je pense que Pascal Boniface vous l'évoquera, on est revenu à la notion de rapport de force, des puissances. Pendant, je voulais parler de Laurent Fabius qui parlait toucher les dividendes de la paix. Et l'Union européenne, c'était le soft power. Tout sauf le hard power. Le hard power, c'est le gros bâton, et finalement, c'était pas bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate qu'aujourd'hui, tout passe par le rapport de force. Ce qui pose un vrai problème. Mais c'est les relations avec la Russie, c'est les relations avec la Chine. Et là, à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qui fait que la France, qui représente à peine 1% de la population mondiale, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, parce que lié à l'histoire, qu'est-ce qui fait que Macron peut dialoguer avec Poutine? Ben, c'est parce que on a, à l'instant où je vous parle, un sous-marin nucléaire qui est sous l'eau, je ne sais où, avec 16 missiles nucléaires. Parce qu'on a les instruments de la puissance. Quand Poutine discute avec Merkel, là encore, désolé, hein, il discute avec une concessionnaire Mercedes, Volkswagen. Ils vont discuter business, pipeline, gazoduc, machin. Mais quand, hier, le président Macron parle des interférences au Sahel, les campagnes anti-françaises là, qui sont manipulées à Bamako, elles sont financées par qui? Qui intervient? Quand on a le groupe Wagner, qui est une société militaire privée russe. Bon. Voilà, là, donc on retrouve voilà, cette notion de rapport de force. Et c'est ça ce qui est fondamental. Et ce qui veut dire qu'effectivement, mais ce rapport de force existe aussi avec les États-Unis dans le domaine notamment du business. Et donc, il faut rétablir, on est obligé aujourd'hui, dans le cadre de cette globalisation, cette mondialisation extrêmement difficile, de retrouver des capacités, et notamment ce sont ces capacités que peut donner l'Europe sur la protection de nos intérêts commerciaux, à travers les aspects juridiques, concurrence, ainsi de suite. Mais là, effectivement,
avec les Américains, on est en compétition, concurrence, confrontation, et d'autant plus qu'on est dans la même sphère économique. Bon, avec la Russie, on est dans la confrontation militaire. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas acheter une bagnole russe. Hein, par contre, vous n'allez pas acheter un ordinateur russe. Bon. De toute façon, ils sont tous équipés en Dell ou en Lenovo. Bon, voilà. Et donc, ceci pour dire que avec les États-Unis, oui, c'est compliqué. Mais le dialogue stratégique, il existe à un très haut niveau, parce que sur le plan militaire, on est engagé dans les mêmes opérations. Du coup, si on est vraiment à égalité avec les États-Unis, si vraiment on peut leur parler d'égal à égal, comment ça se fait que quand notre président, le chef des armées, s'exprime au nom du pays en disant que l'OTAN est en état de mort cérébrale, qu'en même temps il propose un discours pro-européen qui pourrait s'étendre à la défense, comment ça se fait que quand on a une crise comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment entre l'Iran et les États-Unis, il n'y ait pas une prise de position forte? Et à ce compte-là, comment on peut expliquer ce phénomène, sinon par une certaine, alors je réutilise le mot vassalisation, sinon par un certain pacifisme, un attentisme? C'est un peu toute la difficulté actuelle, c'est-à-dire parvenir à faire comprendre à nos partenaires européens qu'il faut plus de fermeté. Alors, en plus, vous rajoutez là-dessus, alors par exemple, concernant l'Iran, il y a une déclaration commune, France, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne, disant aux Iraniens, stop. Parce que là-dessus, bon, Soleimani n'était pas un enfant de cœur. Il faut aussi quand même replacer le contexte. Alors bien sûr, il a été éparpillé façon puzzle, comme dirait Michel Audiard. D'ailleurs, vous avez remarqué que les frappes étaient très propres. Hein. Le mur à côté, il n'était pas détruit, hein, pas abîmé. Et au premier prix du droit international, du coup. Alors, oui, alors là, effectivement, bon, vu sous cet angle-là, oui, bon, mais il faut quand même souligner, et ça, on oublie, que Soleimani, c'est le côté dur, c'est les pattes d'Aram, gardiens de la révolution, et là on voit d'ailleurs l'Iran, en plus en ayant abattu le Boeing 737, je peux vous en parler hein, directement, c'est piégé. Bon. Donc Soleimani, alors les chiites ont pleuré, mais les sunnites, eux, ont adoré. Les Saoudiens et les Israéliens, ils ont adoré. Alors les Saoudiens, eux, actuellement, ils ne veulent pas d'histoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a actuellement en Arabie Saoudite? Le Paris-Dakar. Donc pas de vague. Mais Soleimani n'a pas été pleuré par tout le monde. Il a été pleuré en particulier par les chiites. Alors évidemment, le problème c'est lié à la pratique gouvernementale de Trump, puisque Trump n'avait même pas prévenu. Normalement, vous savez que dans ce genre dans le fonctionnement américain, il est tenu d'avertir le speaker et l'opposition. En fait, il aurait dû en parler à Nancy Pelosi. Ça n'a pas été fait. Donc, en interne aux États-Unis, ça a créé des tensions. Bon. Mais il faut bien voir qu'au final, alors c'est lié à la destruction, notamment du Boeing 737, les Iraniens actuellement sont très déstabilisés. Et donc, là-dessus, on est dans un jeu qui est extrêmement compliqué parce que, bon, vous avez vu que le sultan d'Oman est mort, qu'il a été remplacé par son cousin. Oman assure une passerelle entre sunnites et chiites, une forme de neutralité. Vous avez le fait que l'émir du Qatar est allé à Téhéran, c'est aujourd'hui ou hier. Bon, il y a aussi des dialogues. Bon, une chose est sûre, c'est que qu'est-ce qui posait problème? C'est que l'Iran était en train, d'avoir la main mise sur l'Irak, sur la Syrie et également sur le Liban. Donc il y a un arc chiite que les sunnites du Sud ne peuvent pas admettre. Donc on est dans des équations, alors on est dans une école de management, je pense que vous faites un peu de mathématiques financières, on est dans des équations où il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup de paramètres qui sont très divergents. Et là-dessus, vous rajoutez le fait, et c'est ça ce qui complique les choses, c'est que auparavant, vous aviez, quand on était dans un ordre westphalien, le rôle de la diplomatie. Or aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui faisait l'interface? C'était les diplomates.
Aujourd'hui, c'est du bilatéral de président à chef, ainsi de suite. Et ce qui complique beaucoup le mode de fonctionnement. D'autant plus que quand vous prenez dans un système comme Trump, Trump il tweet avant de penser. Et donc ça pose après, derrière il faut rattraper. D'autant plus que dans le cas de l'administration Trump, il faut voir que la moitié des postes, vous savez que aux États-Unis, ils appliquent le spoil system. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle administration, on vire, c'est comme ça, la moitié des hauts cadres de l'État fédéral. Bon, vous avez la moitié des hauts postes, notamment par exemple au département d'État, qui n'ont pas été renouvelés. Donc il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, l'administration américaine, enfin l'administration fédérale américaine à Washington, ne fonctionne pas bien. Donc ça rajoute de la complication parce que retrouver les interlocuteurs, qui fait quoi, et donc ça complexifie encore la tâche dans la construction d'un dialogue politique, que ce soit France-États-Unis ou avec les autres partenaires. D'accord, mais quand on en est quand même à zigouiller un général ennemi sans concerter ses pseudo-alliés, sans avertir la communauté internationale, est-ce qu'on n'est pas un peu en free ride quand même? Est-ce qu'on n'est pas dans un système où les États-Unis font la pluie et le beau temps et nous derrière on court quand même loin derrière? Alors c'est vrai, c'est que nous, je pense qu'en tout cas en Europe, on ne se serait pas permis de flinguer Soleimani. Bon, par contre, il faut savoir quand même que depuis longtemps, il était ciblé, notamment par les Israéliens. C'est-à-dire qu'il a quand même du sang sur les mains. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses dans lesquelles c'est pas un général. Enfin, le problème, c'est qu'on l'a présenté comme un général. Voilà, c'est pas qu'un général, vous voyez. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui du décryptage de l'Iran. Vous avez effectivement des affrontements extrêmement forts entre. Vous avez deux armées en Iran. Vous avez les forces militaires classiques et puis les gardiens de la révolution qui sont mieux armés que les armées classiques. Et donc on voit bien les luttes de pouvoir qui ont lieu actuellement. Et c'est très curieux parce qu'effectivement, il y a eu un sentiment d'unité nationale quand Soleimani a été tué. Et là, regardez les manifestations depuis la destruction du Boeing 737, qui révèlent les fragilités de la société iranienne. Bon, par contre, une chose est sûre, c'est que concernant l'Iran, il ne faut pas se faire d'illusions. Un changement de gouvernance ne pourra intervenir que de l'intérieur. C'est-à-dire que si Trump pense qu'il peut renverser le pouvoir iranien, il se plante complètement. L'évolution iranienne n'appartient qu'aux Iraniens. Voilà. Et là, c'est compliqué. Je me permets d'aller à l'autre bout du monde parce que tout à l'heure vous avez mentionné la Chine et je pense qu'en tant que grande puissance, il serait important d'en parler dans cette conférence. Alors, tout à fait. Alors la Chine, vous avez vu, il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment soulignant quand même qu'il y avait de quoi s'inquiéter avec la Chine, notamment avec l'affaire Huawei. Bon, il se trouve que moi je suis allé en Chine pour des questions d'ordre militaire. Bon. La Chine est un partenaire, certes, mais c'est d'abord l'empire du milieu. Et la Chine, aujourd'hui, est en train de faire basculer le monde dans un autre environnement géopolitique que le nôtre. Bon, d'abord, c'est une dictature numérique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est assez curieux parce que quand vous regardez, si on fait un peu d'histoire économique, d'histoire des idées politiques, tout le monde était persuadé que la démocratie et le capitalisme étaient liés. Hein, et l'histoire politique et économique le montre à partir du XVIIIe siècle. Hein. Démocratie et capitalisme sont liés. Or, vous avez un modèle nouveau, qui n'existait pas en 1979 quand Mao meurt. On a un modèle nouveau dans lequel vous pouvez être ultra-capitaliste et totalement antidémocratique. Et qui fonctionne bien, monsieur. On s'enrichit en Chine. Je veux dire, c'est exactement, vous savez, la phrase de Guizot, qui était ministre de Louis-Philippe, c'est utilisé au français, enrichissez-vous. Bon. Ben là, c'est enrichissez-vous, mais ne remettez pas en cause. Bon. On le voit bien avec Xi Jinping, qui a une vision extrêmement forte
donc d'un autoritarisme politique qui permet un libéralisme économique, mais ce libéralisme économique répond à des objectifs politiques. Le patron d'Alibaba a été prié de faire valoir ses droits à la retraite parce qu'il est membre du Parti communiste. C'est-à-dire que Huawei représente aujourd'hui un vrai risque pour notre sécurité nationale. Donc c'est toute l'ambiguïté aujourd'hui de la relation avec la Chine qui peut être à la fois très séduisante, mais en même temps qui pose de vrais problèmes économiques et de vrais problèmes pour notre souveraineté économique et industrielle. C'est-à-dire que le pillage, par exemple, de nos technologies est une réalité. Regardez aujourd'hui, dans le domaine ferroviaire, eh bien, le fait qu'on n'ait pas pu marier Alstom et Siemens fait que c'est CRC qui est en train de prendre un certain nombre de contrats, y compris en Europe. Donc là, on a un vrai enjeu, et à cela se rajoute la dimension militaire. Alors, ce qui est très intéressant dans le cas de la puissance militaire chinoise, c'est que sous Mao, elle était liée à la quantité et très orientée vers la terre et la défense du territoire. Là, c'est la marine. L'expansion de la marine chinoise est extrêmement inquiétante, puisque la marine chinoise construit en 4 ans l'équivalent de la marine nationale. 2 porte-avions, un 3e en construction, des frégates, on peut savoir quoi en faire. Et donc, il y a la construction d'un empire maritime et qui pose un vrai problème dans la région Asie-Pacifique, notamment pour le Japon, y compris pour les autres pays. Donc là, la Chine redevient l'empire du milieu avec des ambitions, je vais le qualifier d'impérialistes, et avec le fait, et ce qui fait la force de la Chine, c'est qu'elle se projette dans la durée, puisqu'elle n'a pas cette échéance politique imposée par le rythme démocratique. Par exemple, l'objectif pour la Chine, c'est 2049, être la première puissance mondiale, donc en 2049, qui marque le centenaire de la République populaire de Chine. Donc aujourd'hui, la Chine, si vous êtes dans les métiers du luxe, autant, alors là, vous pouvez exporter à fond cognac, spiritueux, sac lancel, vêtements griffés. Par contre, vous êtes dans l'informatique, vous êtes dans l'aéronautique, bah là, je dirais, il faut maintenant être de plus en plus prudent. D'accord, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions du public. Alors, si vous voulez rebondir sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je vous en prie, c'est vous. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la France comme pays qui a des responsabilités en tant que pays des droits de l'homme. Et justement, par la Chine et de l'affaire des Ouïghours, est-ce qu'il faut s'attendre vraiment à une réponse française ou même européenne ou mondiale? Soyons honnêtes, je pense que non. Et c'est là où on voit bien que la dimension ne peut être qu'européenne. C'est-à-dire que c'est là où, effectivement, la dimension, pour que c'est du poids, il faut qu'il y ait cette dimension européenne. Bon, maintenant, il y a aussi un autre aspect que, vous savez, quand on voit sur les réseaux sociaux, notamment en France, vous pouvez remarquer, par exemple, que dans certaines universités, des conférences ont été empêchées, on parle de raciser, vous savez, des trucs comme ça. Bon, mais aller en Afrique ou aller en Chine, le racisme est une réalité institutionnalisée. Ça, on l'oublie trop souvent. C'est facile de nous donner des leçons. On a nos défauts, on a eu nos faiblesses, mais aujourd'hui, quand vous prenez le contrôle social en Chine, est un contrôle numérique, mais aussi un contrôle très identitaire. Donc les Ouïghours seront toujours des citoyens de seconde zone en Chine. Ça, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte. Et, de même que quand vous prenez dans la zone sahélienne, je suis désolé, mais quand on voit par exemple, l'esclavage a été aboli en Mauritanie en 1988. Ça fait pas longtemps. Quand vous voyez la façon dont les Noirs sont traités par les Libyens dans le transit, je suis désolé, mais enfin, il y avait la différence avec nous, qu'on faisait au XVIIIe siècle, c'est qu'on est passé de la gravure en noir et blanc à la photo en couleur. Et la réalité n'a pas changé. Donc ceci pour dire qu'en Chine, les Ouïghours seront toujours des citoyens de seconde zone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Au mieux, c'est essayer de sensibiliser, mais regardez ce qui se passe à Hong Kong. Ouais, ça va au-delà quand même que d'être des citoyens de seconde zone.
Oui, mais ce sont des... c'est aussi, là aussi, ne l'oubliez pas, comme en Inde, avec, même si l'Inde est une société, un fonctionnement démocratique, les organisations sociétales, en caste, en ethnie, comptent dans ces régions et restent profondément ancrées dans la culture. Donc, les évolutions ne peuvent s'inscrire que dans la très longue durée. Alors, à l'accès, vous rajoutez le fait que vous avez un contrôle. C'est très bien, par exemple, que l'accès à Internet en Chine, il s'autosuffise. C'est-à-dire que l'Internet n'est pas un outil de liberté comme nous, on peut aller là-dessus. Bon, à partir de là, bon, oui, on peut dire à l'ONU, s'exprimer, mais bon, les Chinois font ce qu'ils veulent, mais on le voit bien dans toute la sphère asiatique. Bon, qu'est-ce qui a fait la force de la reconstruction européenne? C'est la réconciliation franco-allemande. On le dit trop souvent. Cette réconciliation franco-allemande, elle a été essentielle. Sans cette réconciliation franco-allemande initiée par les pères fondateurs de l'Europe et validée par un certain nombre de choses, dont le traité de l'Élysée en 1963, nous n'en serons pas là. Quand vous prenez en Asie, il n'y a jamais eu de processus de réconciliation après la Seconde Guerre mondiale. Regardez par exemple les Japonais. Les Japonais n'ont jamais admis... non, les Coréens du Sud et les Japonais sont alliés des États-Unis. Mais les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Et quand les Coréens du Sud ne sont pas du tout amis avec les Japonais. Voilà. Or, ils sont dans la même sphère occidentale. Et pendant la guerre de Corée, c'est le Japon qui servait de base arrière pour soutenir la Corée du Sud. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont alliés. Donc, cette dimension culturelle, sociétale est fondamentale pour comprendre la tectonique des plaques dans la région asiatique. Et donc les Ouïghours sont malheureusement peut-être même des citoyens de troisième catégorie. Question suivante. Oui. J'aurais voulu savoir quel est l'impact militaire de la construction des routes de la soie. Bonne question. Quand vous prenez par exemple, alors avec des aspects paradoxaux, que depuis que le port du Pirée a été racheté par les Chinois, le trafic du port du Pirée a explosé. Bon, donc sur le plan business, tant mieux. Bon, maintenant, quand vous prenez par exemple Djibouti, il y a cette base chinoise extrêmement importante. Alors, il y a aussi le fait que les Chinois sont prudents sur la projection de leur force, c'est-à-dire que les routes de la soie, pour le moment, sont d'abord économiques. Donc avec des implantations rachat de port, ou comme quand ils ont racheté l'aéroport de Toulouse. Bon, vous avez deux bases qui peuvent avoir des aspects militaires qui sont Gwadar au Pakistan et Djibouti, où là il y a une présence militaire. Bon, il y a le fait qu'aujourd'hui, les Chinois envoient des unités en casque bleu, mais dans des zones où là, ils ne veulent pas prendre de risques. Pourquoi? Parce que c'est important pour leur opinion publique. Mais on voit bien que le développement de la marine chinoise s'inscrit pleinement dans ce processus des routes de la soie, qui sont à la fois maritimes, mais aussi continentales, à travers les voies ferrées, et notamment le fait que vous avez maintenant des trains qui font la Chine, l'Allemagne. Bon, voilà. Donc c'est toute l'ambiguïté du commerce. Et donc, c'est à suivre de très près. Maintenant, ils sont encore en phase d'apprentissage de la puissance maritime, mais on voit bien que petit à petit, ils vont prendre plus d'importance, et on le voit notamment avec le fait que l'Inde s'inquiète d'être en quelque sorte encerclée à l'est, mais aussi à l'ouest, avec cette fameuse base navale de Gwadar et de Djibouti. Une question. Comment est-ce que vous jugez la situation en Libye actuellement? Compliqué. Compliqué. Alors, d'abord, soyons honnêtes. Ce qui se passe en Libye, c'est la continuation de ce qui s'est passé en 2011, quand on décide, alors à juste titre, parce qu'il ne faut pas oublier que Kadhafi massacrait quand même, notamment du côté de Benghazi. Il faut bien voir que la Libye, c'est pas vraiment un État-nation, hein, c'est du désert, avec là aussi des aspects claniques extrêmement forts. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas, on se débarrasse de Kadhafi, mais on n'a pas accompagné l'après-Kadhafi. Avec le fait que
c'est pas parce qu'il y a des pseudo-élections que tout se passe merveilleusement bien. Bon, maintenant, on a en plus on avait un partage entre Tripoli et puis la Cyrénaïque. D'ailleurs, n'ont jamais été réellement unis, n'ont jamais réellement fonctionné ensemble, avec des interactions. D'une part, le fait que Haftar en Cyrénaïque était soutenu par le Qatar et par l'Égypte. Nous aussi, on l'a soutenu. De l'autre côté, non pas le Qatar, enfin en tout cas l'Égypte. Oui, voilà. Parce que là-dessus, et puis vous avez alors la Turquie et la Russie. Bon, l'Italie qui est l'ancienne puissance tutélaire du coin. Donc on est vraiment dans quelque chose, je pense, compliqué aujourd'hui, avec l'envoi de troupes turques. Donc on est vraiment dans une situation qui est kafkaïenne. Et honnêtement, alors, nous, France, on est un peu hors jeu, il faut être honnête, dans le dispositif. Le problème, c'est que nous, on sait très bien que c'est à partir de la Libye que ça va vers le Sahel. Donc, il y a un vrai problème. Là-dessus, vous rajoutez le fait que vous avez deux autres pays qui comptent. Alors, la Tunisie, pas tellement, mais vous avez l'Algérie. Et je vais pas vous faire de dessin que l'Algérie, c'est un petit peu compliqué depuis quelques mois. Donc, là aussi, je plains mes homologues qui sont en train de faire des fiches pour essayer de décrypter la situation et de proposer des pistes. Honnêtement, pour le moment, compliqué. Est-ce que c'était un choix judicieux de soutenir Haftar, justement? Je sais pas. Alors, c'est-à-dire que Haftar se présentait comme anti-Daesh. Enfin, bon. Mais là-dedans, c'est. Rien n'est simple. Vous savez, le général de Gaulle disait qu'enfin, quand il est parti au Liban dans les années 25-30, il disait, donc à l'époque, il n'était pas le général de Gaulle, il était un officier supérieur, dire là-bas, partir avec des idées simples, tout est compliqué là-dedans. Parce qu'il faut à la fois, et c'est là toute la difficulté. Alors il y en a qui vont dire on fait la guerre pour le pétrole. Mais alors, bien sûr, il y a l'aspect pétrolier qui existe. Mais vous avez aussi effectivement les aspects claniques. La tribu des Kadhafi, ils sont prêts à remettre le fils. Hein. Donc, parce que, et là aussi c'est un élément fondamental, c'est que nous avons toujours raisonné, nous raisonnons en État-nation. Vous prenez une carte de l'Europe en 1914. Bon. Quels sont les pays qui sont encore dans leur organisation de l'époque? Alors vous avez l'Espagne et le Portugal, parce que les Pyrénées, le Royaume-Uni, qui a certes perdu l'Irlande. Nous, on a récupéré l'Alsace-Lorraine, mais nous, on est à peu près, effectivement, avec l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, les seuls États qui n'ont pas bougé. L'Allemagne, entre son unité était récente, 1871, entre 1871 et 1945, ça bouge un peu. La Pologne, elle apparaît, disparaît, elle réapparaît. Quand vous prenez... Moi, mon grand-père est né à Salonique en 1911. Parce que son père était ingénieur des travaux publics là-bas. Et il avait un ami, François Féteux, historien, qui a dû naître en 1911 et qui est mort au début des années 80. Et il a changé 3 fois de nationalité sans ayant... quelqu'un qui est né en 1905 à Sarajevo, il a été austro-hongrois, il a été yougoslave, et puis après il a été soit bosniaque, soit... Donc là aussi on a du mal, nous, parce qu'on raisonne en termes d'État-nation. Qu'est-ce que l'État-nation, par exemple, pour prenez l'Irak, les frontières de la région, c'est Saïs-Picot, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Avant c'est l'Empire ottoman. Donc là aussi, c'est compliqué, parce que nous appliquons nos schémas marqués par notre histoire, ancien régime, royauté, racines judéo-chrétiennes, droit écrit, latin, dans des régions dans lesquelles rien n'existait. Et donc là encore, en quelque sorte, choc des civilisations, en découvert choc des cultures. Donc on voit bien, par exemple, que considérer la Libye comme un État-nation tel que... donc, pour le moment, la Libye,
C'est un grand trou noir avec des acteurs différents, dans lequel il y a de l'argent à faire. Donc là, en plus, ça accentue toutes les dérives. Bon, il y a un avantage néanmoins, c'est que malgré tout, quand on regarde les combats qui ont eu lieu depuis le mois d'avril, bon, soyons honnêtes, c'est pas très violent. Il y a eu 200 civils tués et 2000 combattants tués. Je dis ça de manière très cynique, mais ça reste de la faible intensité. Voilà. C'est pas, il n'y a pas des massacres majeurs comme on l'a connu en Syrie. Il y avait une autre question là. Oui, bien sûr. Pour savoir qu'est-ce que vous pensiez, quel rôle pourrait jouer la France pour éviter la Crimée, c'est-à-dire améliorer à nouveau les termes et les relations qu'on a avec la Russie? Alors, effectivement, depuis l'été dernier, le président français a insisté sur la nécessité de retrouver des chemins de dialogue avec la Russie. Retrouver des chemins de dialogue avec la Russie, ça passe par un dialogue viril. Parce que la Russie, bon, il y a eu l'affaire Skripal, il n'y a pas que l'affaire Skripal, c'est-à-dire que la Russie est très intrusive. Bon. Et l'intérêt de la Russie, c'est plutôt, là encore, du bilatéral, plutôt que de travailler avec l'Union européenne. C'est-à-dire que tout ce qu'elle peut, quand elle peut déstabiliser, notamment à travers les processus électoraux, elle essaye de le faire. Bon. Je ne sais pas si vous regardez RT France. Et quand vous regardez RT France le samedi, donc RT France, c'est la chaîne russe en France. Ils mettent, enfin, la France est à feu et à sang avec les gilets jaunes. Enfin, c'est assez marrant de voir. Bon, moi, à Paris, j'ai accompagné les forces de l'ordre sur des manifestations, je suis allé voir. Alors, il y a des moments très, certes, violents, mais quand vous regardez RT France, on est pire que Bagdad. C'est volontaire. Bon. Donc c'est très compliqué avec la Russie. Donc là, le dialogue, il est, entre guillemets, viril. C'est-à-dire que la Russie n'a pas d'ambition territoriale visant à réenvahir l'Ukraine. Bon, ils ont pris la Crimée. Déjà, on voit bien que c'est un peu compliqué à passer sur le plan international. Les sanctions, elles existent toujours. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est compliqué? C'est d'abord l'évolution du pouvoir de Poutine. Bon, Poutine arrive quand même en fin de course, entre guillemets, sauf à modifier la constitution russe. Donc c'est l'après-Poutine. C'est les évolutions de la société russe. Bon, donc tout ça, ce sont des éléments que nous devons observer de près. Et effectivement, pouvoir dialoguer de manière cohérente, un peu donnant-donnant, et en n'étant pas dupe. Voilà, le problème, c'est que pour dialoguer avec les Russes, il ne faut pas être dupe de leur action. C'est-à-dire dire, on veut bien dialoguer avec vous, mais arrêtez de financer les campagnes anti-françaises en République centrafricaine. Arrêtez de faire ceci, c'est ça. Tout que j'appelle ce dialogue viril. Ça prend du temps, c'est pas facile, et il faut avoir des éléments... Et là, soyons honnêtes, c'est la puissance militaire qui, derrière, permet au président Macron, mais à n'importe quel point de la République française, de pouvoir dialoguer avec la Russie. Quelqu'un a une dernière question? Oui, les deux. Alors, les deux. Oui, je voulais un peu revenir sur le thème de la défense nationale, notamment avec Sentinelle en fait. C'était un peu une question un petit peu tabou que je vais soulever, mais je voulais un peu avoir votre ressenti et peut-être un peu votre avis sur un éventuel port d'armes citoyen. Ah, bonne question. Alors évidemment, on n'est pas aux États-Unis. Oui, bien sûr. Peut-être que certains d'entre vous sont allés aux États-Unis. Quand vous rentrez dans une armerie aux États-Unis, c'est quand même... bon, ils ont tous leurs guns. Enfin, en plus, en fonction des États, c'est assez marrant. Bon, nous, on a, de ce côté-là, moi je pense que c'est une excellente chose qu'il n'y ait pas de port d'armes citoyen. Alors bien sûr, peut-être que dans certaines banlieues, y compris ici, la calache circule. Mais, hélas, mais je pense très sincèrement que pas de port d'armes citoyen. On n'est pas la Suisse. Hein, par contre, effectivement, la question qui s'est posée et qui s'est posée, c'est la question du port d'armes pour les forces de sécurité intérieure. Et en particulier, le fait, par exemple, qu'on a étendu le port d'armes
aux policiers et aux gendarmes hors service. Bon. Pourquoi? Parce que derrière, c'est la capacité, face au terrorisme, le vrai problème, c'est ce qu'on appelle le primo-intervenant. C'est-à-dire que c'est, regardez ce qui s'est passé récemment, c'est le mec à Villejuif, hein, avec un couteau, qui a tué une première personne, et puis s'il n'avait pas été abattu par brigade locale, il aurait pu continuer à sévir. Regardez à Strasbourg, c'est une patrouille sentinelle. Donc aujourd'hui, le vrai problème de sécurité, c'est le primo-intervenant. Le primo-intervenant pouvant être le vigile à l'entrée de votre école. Bon, voilà. Parce que une fois que vous avez des mecs ultra armés qui ont... voilà, ils prennent alors, scénario catastrophe, hein, mais imaginez qu'ils rentrent ici dans l'école, voilà, ils prennent... une fois qu'ils ont déjà commencé à massacrer un certain nombre de gens, bon, après, la situation elle va être en quelque sorte figée, et là interviennent les forces spécialisées type GIGN ou RAID. Bon. Voilà. Mais quand le GIGN ou le RAID arrive, les trucs sont figés, c'est-à-dire que on sait qu'il y a tant d'otages à tel endroit, qu'il y a eu tant de morts, tant de blessés, et ils vont construire leur scénario d'action. Et ils sont surentraînés, et effectivement, ça va aboutir généralement au fait que les terroristes seront neutralisés. La problématique, c'est le primo-intervenant, le policier municipal, le vigile, ainsi de suite, qui se retrouvent confrontés à un mec ou à plusieurs mecs qui ont une intention de tuer. Bon, d'où le fait, par exemple, qu'au départ, j'étais très hostile à l'armement des polices municipales, donc, à titre personnel, hein, de citoyen. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Par contre, il faut mettre en place, et ça c'est important, les structures qui permettent à des policiers municipaux de pouvoir tirer régulièrement et avoir un cadre éthique, hein, bien sûr, extrêmement contrôlé. Voilà. Donc, oui à l'armement des gens en charge de cette responsabilité, mais en aucun cas tel aux États-Unis. Oui. Parce que là, en fait, ma question c'était est-ce qu'on peut étendre cette charge en fait de responsabilité d'avoir une arme aux civils? Donc on peut passer des tests évidemment au même titre qu'un permis ou quelque chose comme ça. Sincèrement non, parce que je pense qu'il faut que ce soit les gens en charge de la sécurité, mais les policiers sont des civils, hein, statutairement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est leur profession. Oui, mais on pourrait élargir. Par exemple, vous prenez la sécurité ferroviaire. Quand vous regardez la sécurité ferroviaire, leur armement s'est alourdi. Ils ont un gilet par éclat, ils ont de quoi neutraliser, c'est-à-dire que ça va la bombe gaz lacrymo, le bâton, l'arme. Donc on peut graduer et renforcer. Maintenant, là-dedans, il y a des contrôles. Normalement, il y a des visites. Enfin voilà, je suis pas du tout. On n'est pas la Suisse, quoi. Donc, le citoyen lambda. Alors par contre, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité des citoyens? C'est par exemple les réserves citoyennes sécurité civile. C'est-à-dire par exemple dans une commune, vous avez des citoyens lambda qui, en cas de catastrophe naturelle ou de choses comme ça, parce qu'ils sont du coin, vont être en quelque sorte réservistes et vont apporter une contribution pour la sécurité ou ainsi de suite. Mais en aucun cas sur le port de l'arme, parce qu'une arme, c'est pour tuer. Et donc à partir de là, il faut que vous soyez entraînés, formés et contrôlés. Du coup, moi, c'était une question plus au niveau international. Vous avez parlé de Trump, et on aime souvent dire de Trump, oui, il fait des tweets, il réfléchit pas et tout ça. Mais sa stratégie par rapport à la Chine, est-ce que c'est pas ce qu'on devrait tous faire, enfin, protéger peut-être les entreprises, nous, dans l'Europe? Parce que les entreprises américaines, elles ont du retard, donc c'est très censé de faire ça, non? Alors effectivement, il ne faut pas caricaturer Trump et le limiter à sa coupe de cheveux hyper oxydée et à ses tweets. Bon voilà, maintenant, il est clair qu'il a une vision qui est beaucoup moins policée, par exemple, que celle d'Obama, qui était au départ un lawyer, très intellectualisé. Bon, voilà, maintenant, effectivement, on voit bien que Trump est dans une logique d'affrontement avec la Chine dans le domaine effectivement business. Il fait du business.
Bon, voilà. Et qu'au final, il n'a pas forcément tort sur tout, hein, il ne faut pas le diaboliser. Bon, alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de la campagne, hein, ça va être une année tout à fait passionnant de voir là-dessus. Bon, visiblement, les signaux économiques américains sont positifs, hein. Un taux de chômage extrêmement faible, hein, c'est une plein emploi. Voilà. Donc, là aussi, cette dimension économique qu'on oublie trop souvent ici. Nous, on raisonne que par rapport à ces tweets et ainsi de suite, mais c'est la dimension économique qui prime. Et il ne faut pas l'oublier que l'élection américaine se fait, mais comme toutes les élections, exclusivement sur des aspects de politique intérieure. C'est-à-dire que l'électeur américain va voter pour celui qui lui rapportera le plus de business, de dollars, ainsi de suite. Pas pour le mec qui lui dira « je fais plus la guerre, machin », ou voilà. Et ça, c'est fondamental, il ne faut pas qu'on l'oublie. Merci Monsieur Pellistrandi, nous arrivons au terme de notre conférence. Merci d'être venu aussi nombreux aujourd'hui. Vous voulez dire un mot sur votre rôle? Alors tout d'abord, oui. Donc voilà, vous avez un grand événement qui va avoir lieu donc, le week-end prochain, qui s'appelle la Fabrique Défense, hein, organisé par le ministère des Armées, bon, à Paris, mais aussi en province, à Lyon, ainsi de suite. Donc la revue des fonds nationales que j'ai l'honneur de diriger a été créée en 1939. Alors ça ne se dit pas dans le tramway, c'est du lourd. Mais je laisse un numéro à vos camarades. On a tout en archive depuis 1939. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, pour ceux, je laisse ici des feuilles pour ceux qui veulent s'abonner. Il y a un tarif étudiant. Pour quelqu'un qui veut travailler dans le domaine des relations internationales, géopolitiques ou tout ça, voilà, c'est un outil qui est à votre disposition et qui vous permettra de comprendre les grands enjeux, pas seulement de défense, mais de politique étrangère. En tout cas, un très grand merci d'être présent, de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci. Merci à vous, M. Pellistrandi, pour cette conférence passionnante. J'ai mon débat une semaine assez chargée, c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre demain à 19h au bar à l'envers pour le ciné-débat organisé par le pôle Actu et Débat sur le film Les Secrets de la Gloire de Stanley Kubrick. Et je vous invite aussi, comme l'a très bien dit M. Pellistrandi, à venir à la conférence de Pascal Boniface jeudi à 17h30 à l'Auditorium de Gênes. Merci à tous et bonne soirée.